Alors, parcourir une terre qui tremble. Chaque jour, les nouvelles dans les journaux nous le rappellent, la terre tremble. Le premier tremblement, c'est la prise de conscience que nous partageons tous désormais, que la terre que nous habitons n'est plus tout à fait celle de nos parents et de nos grands-parents. Cette terre qui tremble, c'est celle des catastrophes biogéologiques et du changement climatique. Mais il y a aussi la terre qui bouge, qui s'anime, et c'est celle-là dont j'aimerais surtout parler ce soir. C'est une terre à redécouvrir, inconnue, bruissante, passionnante, animée, fabriquée par les vivants qui la parcourent et qui l'habitent. Ce soir donc, j'aimerais surtout vous raconter des histoires, puisqu'on est dans le cycle de la terre, ses récits et ses usages. Des histoires, des récits terriens ou terrestres, on verra, non pas la naissance et l'évolution de notre planète, non pas l'histoire des théories de la Terre, alors qu'elle est passionnante, mais des histoires de découverte et d'exploration, des manières d'habiter la Terre. Vous le verrez, ce n'est plus vraiment la Terre comme globe, cet astre révélé par le regard surplombant et vertical qui s'invente au XVIIe siècle. Pourtant, j'ai longtemps travaillé sur ces images-là, et Eric faisait référence à une première conférence que j'avais donnée à Marseille, où j'avais parlé de tous ces envols cosmiques, de tous ces voyages et ces récits par lesquels on commence à entrevoir la Terre comme un astre parmi les autres astres. Alors, ces images m'ont fascinée, la beauté de la Terre vue de loin m'a fascinée, mais depuis quelques années, je suis redescendue sur Terre, en quelque sorte. Je m'intéresse désormais aux lieux arpentés, sensibles, appréhendés par un regard horizontal, par un corps se déplaçant et construisant une perception de l'espace au plus près des gestes du corps, des mains qui creusent la terre, cueillent les plantes, ramassent les pierres, en font des abris. Comment retrouver l'expérience phénoménologique de ce que signifie habiter la Terre? C'est devenu l'une de mes questions que je partage avec bon nombre de mes collègues chercheurs aujourd'hui. Comment enregistrer, transmettre cette expérience? Je n'ai pas la réponse à cette question, bien sûr, mais je vous propose ce soir de partir à la recherche d'autres images plus épaisses, plus rugueuses que nos images lisses, comme cette fameuse image iconique photographiée par la NASA il y a exactement 50 ans, la bille bleue. Je n'ai même pas besoin de la montrer, on l'a tous en tête. La bille bleue, ce globe terraqué, perdu dans l'immensité d'un cosmos parcouru d'autres objets célestes semblables. Cette quête, elle fait juste commencer pour moi. Je l'avais dit à Eric, c'est un peu tôt, 2019. Bon. Mais je me lance, c'est la première fois que je partage cette recherche. Et elle se fera, cette quête, avec les outils qui sont les miens, des textes littéraires. J'ai apporté quelques livres, des images, l'histoire des sciences, la littérature, les arts. Nous allons donc parcourir ensemble quelques récits et images de la Terre légués par la première modernité et les faire résonner avec ceux qui s'inventent aujourd'hui. Je propose de commencer tout de suite notre parcours en plongeant dans un volcan, au cœur même d'une terre prise de convulsions, pas très loin de Marseille. On est en Italie, à Naples. Nous sommes en 1637. Après une lente ascension du Vésuve, le père Athanasius Kircher arrive au bord du cratère, en feu, et s'arrête devant l'horrible vision qui s'offre à ses yeux. Je cite. « Foudroyé par ce spectacle inouï, je crus voir le royaume des morts et les ombres affreuses des démons. Je percevais le gémissement et le tremblement terrifiant de la montagne, l'odeur inexplicable, la fumée noire mêlée de globes de feu que le fond et les flancs de la montagne vomissaient continuellement de 11 endroits différents, me forçant parfois à vomir moi-même. Pour un prêtre jésuite, voilà une véritable vision de l'enfer. Mais cette vision le fascine. Il se passionne de plus en plus pour les volcans. Après le Vésuve, que vous voyez là, c'est l'Etna. Et tous les volcans dont il commence à réunir des récits, des descriptions précises dans un livre colossal en 12 volumes, Le monde souterrain. Alors le livre développe une théorie selon laquelle la Terre est creuse et contient d'immenses cavités souterraines contenant du feu liquide. Donc c'est un livre rempli d'images assez extraordinaires. Le but, bien sûr, c'est de comprendre ces tremblements de la Terre, de comprendre pourquoi elle peut
provoquer, elle peut avoir de telles éruptions. Ces cavités, selon Kircher, seraient liées entre elles pour composer un vaste réseau expliquant l'existence des volcans, des sources chaudes, mais aussi de la vie. Et je le cite, « Car la Terre entière n'est pas solide, mais partout béante et creusée de canaux souterrains, d'espaces vides, de cavités cachées. » Regardez bien cette image parce que je vais la faire résonner tout à l'heure avec les images d'aujourd'hui. Elle m'a longtemps fascinée, cette image. Vous voyez, au cœur, on a ce noyau, et puis cette idée d'une espèce de ramification, presque comme un système sanguin, des ramifications dans lesquelles les cavités souterraines sont parcourues de feu, de lave en fusion, et émergent, vous voyez, tout autour du globe, par tous ces volcans. Pour Kircher, l'eau et le feu, donc ça c'est le feu, mais il y a aussi l'eau. Et voilà cette image où il mêle les deux systèmes. L'eau et le feu sont les principes vitaux de la Terre. Il lui confère son mouvement, explique ses agitations, petites et grandes, sont à l'origine des volcans. Pour l'eau comme pour le feu, les manifestations de la surface témoignent d'un vaste réseau souterrain, je le disais, allant de la surface au cœur de la Terre, en un mouvement vital, continu et tumultueux. Le feu et l'eau sont pour lui les deux agents de la nature qui, par leur amitié et union, on est au milieu du XVIIe siècle, on est encore dans un univers très analogiste, hein, il y a des correspondances, il y a des attirances entre les éléments. Tous ces éléments sont capables d'expliquer l'activité, les tremblements, les mouvements de la Terre. À la même époque, en Angleterre, les volcans et autres phénomènes géologiques suscitent de nombreuses théories de la Terre. Thomas Burnet, notamment, imagine que des forces intérieures colossales provoquèrent un chaos, la destruction de la croûte terrestre et la formation des montagnes. On est à l'époque où on se pose la question de comment s'est faite la Terre, comment s'est-elle constituée, d'où viennent les montagnes, sont-elles le résultat d'une merveilleuse action divine ou d'une destruction. Donc on a des tas d'images assez étonnantes. Par exemple, ça c'est le frontispice de sa théorie sacrée de la Terre, où on voit comment on passe d'une Terre très, très pure, d'un globe parfait, sans aucune montagne. Ensuite, on a le déluge. Si vous regardez bien, on voit une toute petite arche de Noé entourée par deux anges. Enfin, il faut s'approcher. Et puis ensuite, on a cette Terre détruite, chaotique. On voit les continents qui se forment derrière. Et puis, à nouveau, la Terre redevient pure dans la théorie de Burnet, qui, bien sûr, à cette époque-là, est aussi une théorie liée à la théologie. Donc, on a ce grand cycle comme ça. Vous voyez que les théories de la Terre, je vous en donne juste deux, mais elles se multiplient, elles fascinent, elles intriguent, et elles se multiplient au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, jusqu'au XIXe siècle, jusqu'à Humboldt. Que nous disent les géologues aujourd'hui de cette histoire mouvementée de la Terre ? Ils ne racontent pas une histoire aussi dramatique que celle de Burnet. Et cependant, le sol qu'ils décrivent est lui aussi mouvant, soumis à de multiples pressions. Il bouge, il s'effrite, il glisse, il s'affaisse, il s'effondre. Ces ondulations se propagent horizontalement ou verticalement. L'action des plaques tectoniques et le cycle de l'eau activé par l'énergie du soleil, combinés aux actions des organismes vivants, ne laissent jamais le sol en repos, de la croûte terrestre aux épaisseurs les plus minces de nos surfaces fertiles. Des pressions locales jusqu'aux profondeurs inaltérables, l'histoire géologique déploie des époques sur des millénaires desquelles l'homme semble exclu, jusqu'à récemment. Et ça, c'est cette fameuse courbe du temps géologique qu'on apprend à l'école, hein, mais où l'homme apparaît vraiment juste à la toute fin. Mais ils ajoutent encore autre chose, ces géologues de notre temps, car l'histoire géologique du XXIe siècle est un peu différente. Sous le poids des données recueillies par les scientifiques à travers le monde, par leur travail de retraçage historique, ils affirment que l'homme est devenu une force géologique majeure qui transforme rapidement non seulement la composition chimique et physique de la Terre, mais aussi bouleverse les écosystèmes à un rythme tel que ceux-ci n'ont pas le temps de s'adapter. Alors voilà pour moi l'étrange écho avec la première planète de Kircher que je vous ai montrée. C'est un petit peu notre planète à nous aujourd'hui. Cette
Image qui est devenue très connue, c'est l'image des limites planétaires, des planetary boundaries, qui a été publiée en 2009 dans un article scientifique d'un scientifique appelé Rockström. Voilà donc aujourd'hui à quoi ressemblent nos tremblements de terre, qui s'ajoutent aux catastrophes dites naturelles. C'est la disparition des sols cultivables, l'effondrement de la biodiversité, l'épuisement des ressources, la 6e extinction. Vous connaissez tout ça. C'est dans tous les journaux. Ce sont nos conditions mêmes de survie qui semblent mises en danger. Le sol sous nos pieds s'effondre, dans tous les sens du terme. Par rapport aux images des premiers théoriciens de la Terre, l'agent de ces bouleversements a changé. Et c'est ça qui est assez passionnant quand on compare ces époques et ces images. Ce ne sont plus les forces telluriques, mystérieuses et souterraines, mais nos propres puissances qui sont responsables de ces effondrements. Telle est d'ailleurs l'une des définitions frappantes que l'on donne parfois de l'Anthropocène, cette ère géologique caractérisée par une empreinte humaine majeure sur la Terre. Nous serions devenus aussi puissants que les volcans. Alors, cette expression résonne encore une fois avec Kircher, mais moi, elle m'intéresse beaucoup puisque le terme d'Anthropocène, je fais une parenthèse, est très disputé, parce qu'il continue à donner à l'homme occidental une place centrale, parce qu'il oublie à quel point dans toutes ces catastrophes dont nous entendons parler, les responsabilités ne sont pas égales selon les époques, selon les pays, selon les classes sociales, évidemment. Mais acceptons-le, faute de mieux, et essayons d'entendre ce que nous dit cette analogie entre les humains et les volcans. Elle tente, il me semble, de capter ce renversement extraordinaire de la fragilité humaine à sa toute-puissance destructrice. Kircher dans le volcan, vous vous souvenez tout à l'heure, c'est l'image de la petitesse extrême de l'humain devant les forces gigantesques de la nature. Image classique, image qui a été reprise ensuite dans toute la tradition romantique, d'un certain sublime, la petitesse humaine face à la nature avec un grand N. L'Anthropocène, vous le voyez, c'est au contraire ce moment dans l'histoire de la Terre où l'influence cumulée des humains sur Terre en vient à transformer profondément la composition des roches et des cycles géochimiques. Voilà l'une des nombreuses images scientifiques de l'Anthropocène. À quoi ressemble cette Terre transformée par les humains ? Elle est crevassée, trouée, exploitée. Comment la raconter ? Comment en rendre compte ? Ça sera la deuxième partie de cette conférence. Eh bien, c'est en inventant un nouveau type de récit, il me semble, qu'on peut essayer de rendre compte de la nouveauté de cette terre. Alors, pour comprendre l'émergence de ces récits terrestres, récits terriens, récits de l'Anthropocène, on va voir comment on les appelle, je vais partir d'un livre important, paru il y a quelques années aux États-Unis et en français l'année dernière, Le champignon de la fin du monde, d'une anthropologue, Anna Tsing, anthropologue sino-américaine. Le sous-titre de ce livre, vous le voyez, c'est « La possibilité de vivre dans les ruines du capitalisme ». Et c'est un livre qui m'a beaucoup passionnée puisqu'il exprime simultanément le tragique de notre présent et les possibilités qu'il ouvre. Le livre se déroule dans ce que l'auteur nomme les ruines du capitalisme, friches industrielles, campagnes surexploitées, forêts abîmées, tous ces espaces abandonnés parce qu'ils ont cessé de permettre la production de ressources. Or, et c'est là que Anna Tsing est si passionnante, elle nous explique qu'un lieu abîmé n'est pas forcément un lieu mort, puisque ce sont dans les ruines des forêts industrielles que l'on trouve ces champignons étranges, qui s'appellent les matsutake, qui sont des champignons extrêmement précieux, extrêmement chers, qui se vendent à prix d'or sur les marchés de la gastronomie japonaise. Nous, on n'en a pas trop ici. En tout cas, ces champignons matsutake font une économie, ils font la vie de cueilleurs, ils font la fortune de marchands, ils font le délice des gourmets, et ils ont pour particularité de ne pousser que dans des forêts dévastées et surexploitées. Alors pourquoi, me direz-vous ?
est-ce que je vous parle de champignons pour vous parler de la Terre? Eh bien, parce que ce champignon est l'un des êtres les plus étonnants, les plus passionnants et les plus méconnus qui soient. En tout cas, on en est bien persuadé une fois qu'on a lu ce livre d'Anna Tsing. Et là, je fais juste une toute petite parenthèse, puisque je travaille avec une réalisatrice, Momoko Seto, une japonaise d'ailleurs, qui m'a dit ne pas du tout aimer les Matsutake. Et elle fait dans ses films, avec les champignons, elle en fait les personnages principaux. Alors, je vous passe un tout petit extrait d'un film dans lequel on discute toutes les deux de ces images. Il ne s'agit pas de Matsutake, mais il s'agit du champignon, et je voulais juste vous faire percevoir à quel point on connaît mal, finalement, ce qui nous entoure. Et c'est uniquement en distordant le réel qu'en fait, tu arrives à nous le donner à voir. Oh là là. C'est un type de champignon qui se déplace. Enfin, c'est pas des champignons. On en avait parlé. Ah ouais, ça, c'est extraordinaire. C'est absolument extraordinaire. Et qui pousse. Oh là là. Ouais. Mais ça pousse en 24 heures. Donc tout ce mouvement, il l'a fait en 24 heures. Moi, je l'ai accéléré. Mais à un moment, je me dis, si je l'accélère à cette vitesse-là, X, on a l'impression que c'est un animal qui existe. Voilà une petite parenthèse avec Momoko, mais vous voyez pourquoi ces êtres peuvent devenir des personnages presque inconnus, étranges. Ils peuvent devenir l'objet de nouvelles recherches et de livres. Alors que nous dit Tsing? Et on revient à ces champignons à elle. Mais vous allez voir à quel point ça fait écho à ce que vient de dire Momoko. Ils ressemblent plus à des animaux qu'à des plantes. Ils sont potentiellement immortels, limités dans l'espace et dans le temps, uniquement par la façon dont ils se procurent leur nourriture. Fin de citation. Et c'est pourquoi l'anthropologue, dans son livre, entreprend de suivre leurs traces. Les champignons deviennent non seulement son objet en tant que chercheur, mais aussi les personnages qui la guident et qui lui font découvrir un enchevêtrement de relations. Et là, on arrive à un point qui m'intéresse, puisque ce qu'elle découvre en suivant ces champignons, ce sont des histoires entremêlées dans lesquelles devenir humain et non humain sont enchevêtrés. Car le Matsutake vit en symbiose avec les pins rouges, donc il a besoin, si vous voulez, d'un certain type de pin qui ne pousse que dans ces forêts industrielles ravagées. Et que fait ce champignon? En fait, il infecte en quelque sorte les racines des arbres et tire d'eux ses glucides. Et en retour, le champignon rend les éléments nutritifs du sol disponibles pour l'arbre. Ce sont des sols tellement abîmés que sans les champignons, les arbres, les pins rouges ne pourraient pas survivre. Donc là, on a un très bel exemple de ce que la biologie contemporaine appelle la symbiose, c'est-à-dire à quel point les êtres de différentes espèces ne sont pas toujours en opposition les uns avec les autres. Au contraire, on est en train de découvrir à quel point nous dépendons d'autres êtres, d'autres espèces. Et il y a des multiplicités d'exemples de cela autour de nous. Et on commence juste à les apercevoir. Cet enchevêtrement entre les racines et les champignons est appelé du nom savant de mycorhize, littéralement champignon-racine. Et vous voyez bien là comment ce n'est plus un être pur au sens où ce n'est plus une espèce toute seule, c'est un hybride. C'est à moitié une racine, à moitié un champignon. Et c'est ces phénomènes d'hybridation qui passionnent Tsing. En prenant donc ce champignon comme guide, plutôt que comme objet, vous voyez, ce n'est pas la même posture comme anthropologue, en le prenant comme guide, elle invite à suivre, à tisser tous les fils, toutes les formes de liens et d'enchevêtrement qui relient les choses de ce monde. Je la cite, « Les humains, les pins et les champignons nouent leur mode de vie respectifs les uns aux autres, autant pour leur bien propre que pour celui des autres. Ce sont des mondes multispécifiques. » Alors ces mondes multispécifiques, ils sont passionnants parce qu'ils reconfigurent complètement la Terre autour de nous. Si on commence à imaginer que ce ne sont plus des êtres les uns à côté des autres, mais un enchevêtrement d'espèces, d'êtres, de manières d'habiter, brusquement, on ne regarde plus du tout, bien sûr, le monde de la même manière.
La biologie contemporaine nous apprend que les enchevêtrements interspécifiques entre humains et non humains, entre phénomènes biotiques et abiotiques, c'est-à-dire vivants et non vivants, sont nécessaires à la vie. Et bien sûr, alors moi je ne suis pas scientifique, vous l'avez compris, mais pour les gens comme moi, pour les chercheurs en sciences sociales, pour les écrivains, pour les artistes, l'un des enjeux aujourd'hui, c'est d'inventer des manières de raconter ces histoires humaines et non humaines entremêlées. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on n'a pas forcément d'outils pour cela. En tout cas, les manières de raconter les récits tels que nous les avons conçus jusqu'alors ne permettent pas de capter ces mondes multispécifiques, ces enchevêtrements. On commence donc à comprendre le défi que représente pour la littérature, pour les sciences sociales, cette idée qu'il faut intégrer dans une même histoire des humains et des non-humains, leurs différentes temporalités, leurs multiples lieux. C'est bien un défi narratif, méthodologique et même philosophique qui se pose. Et il est vrai que l'entrée en scène massive depuis quelques années des animaux, des plantes, notamment des arbres, on a beaucoup parlé des arbres, mais aussi à bas bruit des roches, des coraux, des bactéries, des fleuves et des montagnes, transforme profondément non seulement ce qu'on pourrait appeler le personnel dramatique, qui sont vos personnages, des essais, des romans, des poèmes, des œuvres plastiques de ces dernières années, mais il me semble la notion même de récit dans toutes ces dimensions, et là je vais être un peu technique, dans les dimensions actentielles, c'est-à-dire qui fait l'action, la dimension temporelle et aussi la dimension structurelle. Tout est bouleversé par l'entrée en scène de ces nouveaux êtres. On assiste à ce qu'on pourrait appeler un élargissement du récit, un bouleversement des manières de raconter qui renouvelle profondément le répertoire d'intrigues disponibles. Et là, vous voyez pourquoi, pour une historienne de la littérature, pour quelqu'un qui s'intéresse aux manières d'écrire, toutes ces transformations sont absolument passionnantes. On rentre dans une nouvelle ère de récit, en quelque sorte. Alors, voyons d'abord un peu précisément comment s'y prend Anna Tsing dans Le champignon de la fin du monde. Elle dit: à titre expérimental, je veux raconter un enchevêtrement d'histoires à 4 échelles totalement différentes. Une échelle d'évolution profonde en millions d'années, une échelle de changement environnemental humain d'1 millénaire et demi, une échelle de développement de vie d'un champignon de moins d'1 siècle et une échelle de changement social humain dans les 30 dernières années. Vous voyez donc comment le récit élargi qu'elle invente va essayer de mêler les échelles de temps et les êtres. Et là où on voit que le récit est extrêmement plastique, c'est qu'il permet de travailler la superposition. Pourquoi ? Parce qu'il ne maintient pas les êtres, les êtres ne sont pas, comme je disais, séparés les uns à côté des autres. Descartes disait partes, extra partes, les choses à côté des autres. Non, le récit permet de travailler la superposition et de maintenir les êtres pliés les uns dans les autres. Et c'est pour ça qu'il devient central dans le livre de cette anthropologue. Elle le dit au début du chapitre 3, le récit comme méthode. Vous voyez, c'est quelqu'un qui prend cette technique de narration comme méthode scientifique pratiquement. Elle dit que le récit est une science, est une méthode, parce qu'il permet de donner à voir l'enchevêtrement des protagonistes, parce qu'il traverse les catégories ontologiques, parce qu'il les complique, parce qu'il expérimente avec d'autres types d'intrigues. Alors, ce qui est intéressant là, c'est qu'elle n'essaye pas de faire parler les êtres de la nature, ni de parler pour eux en ventriloque, mais elle se rend attentive au fait que les vivants racontent en quelque sorte leurs propres histoires. Elle propose de se laisser guider par les différents organismes de son enquête. Je la cite une dernière fois, « Les pins peuvent nous montrer de longues époques d'évolution, les chênes racontent les changements environnementaux des établissements humains, les champignons nous parlent des chances de vie, et les humains se réorganisent par des mouvements sociaux. Ce n'est que si nous pouvons raconter des histoires à des échelles si différentes que nous avons une chance d'apprécier les trajectoires de multiples espaces et leurs conjonctions. » Vous voyez donc à quel point elle essaye de redonner à ces êtres leur capacité d'action. On parle de agency, d'agentivité pour être technique, mais c'est simplement capacité d'action. Ça veut dire qu'on ne peut plus les réduire au rôle de cadre inerte de l'action humaine.
Ça veut dire que ces êtres, ces champignons qu'on n'avait jamais vraiment bien regardés, ils laissent des traces que les anthropologues, les poètes, les cueilleurs, les chercheurs apprennent progressivement à lire, à traduire dans nos langues humaines en les transformant en histoire. Anna Tsing le dit bien, l'un des défis d'écriture consiste à combiner des échelles de temps différentes. Et j'ai été frappée, en lisant 2 romans parus presque simultanément cet automne, de constater que les 2 auteurs avaient réussi à capter ces temporalités incommensurables dans leurs récits. Le premier est intitulé « L'arbre-monde ». C'est un roman fleuve, ou plutôt un roman arbre, complexe, multiple, réticulaire, écrit par le romancier américain Richard Powers. Et le second, que je vous ai apporté, je vais vous donner une petite page parce que j'aime beaucoup, c'est « Le monde à portée de main » de l'écrivaine française Maëlys de Kerangal. Et comme beaucoup de textes littéraires aujourd'hui, mais aussi de films, mais aussi d'œuvres plastiques, ils font place tous deux à des êtres qui ne deviennent pas simplement ou naïvement des personnages, mais plutôt des forces qui infléchissent le cours de la vie des personnages humains. Il ne s'agit pas, en effet, je le disais, de faire parler simplement les arbres ou les animaux, mais de les appréhender comme point de vue possible sur le monde et de voir ce que ça fait à nos récits, à nos temporalités, à nos échelles, à nos représentations. Alors, je vais vous lire 2 petites pages de Powers et de Kerangal et vous allez voir à quel point ça m'a frappée, elles sont proches. Alors, je n'ai pas pris le livre, donc je vais lire avec vous. Je commence au milieu de la page. Juste pour vous donner le contexte, on est dans un chapitre où le personnage décide de prendre tous les ans des photos du même arbre dans son jardin. Et en fait, cette espèce de tradition se perpétue de génération en génération. Et au bout de quelques générations, ils ont des centaines et des centaines et des centaines non peut-être pas des centaines, mais je crois qu'ils prennent tous les mois. En tout cas, ils ont une énorme pile de photos de cet arbre qui raconte en fait sa propre histoire comme ça par des photos. Et là, on arrive au moment du flipbook, où en fait le personnage fait passer comme ça les photos très vite. Et vous allez voir que tous les récits humains se trouvent en quelque sorte condensés par ce flipbook des arbres. Alors je lis quelques lignes. Les photos dissimulent tout. Les années 20 qui n'ont rien d'années folles pour les Hall, la dépression qui leur coûte 100 hectares et exile la moitié de la famille à Chicago, les émissions de radio qui détournent 2 de ses fils de l'agriculture, le Hall mort dans le Pacifique Sud et la culpabilité des 2 survivants, les John Deere, les Caterpillar qui défilent dans le hangar à tracteurs, la grange détruite par le feu une nuit dans les hurlements des bêtes piégées, les dizaines de joyeux mariages, baptêmes, des diplômes, la demi-douzaine d'adultères, les 2 divorces assez tristes pour faire taire les rossignols, la campagne malheureuse d'un fils aux élections locales, le procès entre cousins, les 3 grossesses imprévues, la longue guérilla des Hall contre le pasteur local et la moitié de la paroisse luthérienne, les effets de l'héroïne et des défoliants que les neveux rapportent du Vietnam, l'inceste étouffé, l'alcoolisme larvé, une fille qui fugue avec son prof d'anglais, les cancers, l'affection cardiaque, le poing d'un ouvrier dénudé jusqu'à l'os par une tarière, l'enfant d'un cousin mort en voiture un soir de fête de fin d'études, les tonnes et les tonnes de pesticides baptisés Rage, Roundup, Firestone, les semences brevetées conçues pour produire des plantes stériles, les noces d'or à Hawaï et leurs conséquences désastreuses, la dispersion des retraités en Arizona et au Texas, les générations de rancœur, de courage, de stoïcisme, de générosité inattendue, tout ce qu'un être humain pourrait qualifier d'histoire se déroule dans le hors-champ des photos. À l'intérieur du cadre, sur des centaines de saisons cycliques, il n'y a que cet arbre, en solo, son écorce fissurée, qui s'élève en spirale vers l'orée de l'âge mûr, grandissant à la vitesse du bois. J'enchaîne tout de suite sur... Alors là, les histoires sont plutôt tristes chez Powers. J'enchaîne tout de suite sur Maëlys de Kerangal. Et là, on est devant une falaise. Ce n'est pas l'arbre qui va nous faire accélérer le temps humain, c'est la roche. Ce qui se dresse devant eux, c'est Paula et Jonas, les 2 personnages principaux du roman. Ce qui se dresse devant eux est une muraille impressionnante, 30 mètres au jugé, aussi inattendue que l'enceinte d'une cité précolombienne, entrevue dans le feuillage au terme d'une expédition dans la jungle. Une tranche de temps,
Le mur avait l'aspect d'une coupe frontale et révélait, étrangère à la géologie avoisinante, un modèle de récit corallien en dôme. Paula, qui découvrant l'endroit avait été déçue, qu'est-ce qu'on fout là, suit le regard de son amie et pose le sien exactement comme si elle marchait dans sa trace, dans le sable ou la neige, repère la belle forme en coupole, les étagements, les différentes colorations de la roche. Et maintenant le mur remue. Il s'ébroue comme un vieux corps. Ce n'est plus un vestige inerte signalé dans un circuit aménagé pour géologues et amateurs de sciences de la Terre, ni une falaise que l'industrie humaine a usée au rabot pour en exploiter la substance minérale, mais une histoire. Jonas parle. C'est le récit de la jungle d'avant, celui de la mangrove primitive, des barrières de corail et des lagons transparents qui imbibaient la zone au temps du Dévonien, celui de la lagune qui s'étendait ici avant le grand bouleversement qui avait ravagé la Terre au cours de l'ère primaire, avant ces phénomènes d'une violence inouïe qui avaient provoqué la catastrophe. Oscillation brutale du climat, baisse du niveau des eaux, sols qui s'épaississent, arbres et plantes qui apparaissent et s'enracinent. Jonas scande les phénomènes et soudain ils jaillissent de la roche comme le mage ferait sortir des diamants de la bouche d'un crapaud. Elle le regarde, se demande s'il ne dit pas n'importe quoi pour faire son malin, ramasse un caillou, l'examine, puis fait un ricochet sur l'eau plate et Jonas lui aussi rebondit. Après tout cela, longtemps après, sa voix est plus lente, il raconte. Une fois que la zone fut asséchée, les coraux fossilisés et que les hommes eurent établi les campements dans les parages, une fois qu'ils eurent semé des graines, créé des villages, engendré des enfants qu'il fallait nourrir, une fois qu'ils eurent inventé les dieux, les prêtres et les seigneurs, et qu'il fallut construire pour eux des temples, des églises et des châteaux, avec des sols sonores où se faire annoncer, des escaliers où faire voler sa cape et des cheminées où brûler les pactes secrets et les lettres d'amour compromettantes, après tout ce temps, qui ne fut qu'un battement de paupières au regard de l'âge de la falaise, ce fut l'avènement de la carrière, l'exploitation du marbre et l'exploitation des hommes. Voilà ce battement de paupières qui transforme brusquement toutes les histoires humaines, tout ce qui fait la matière de nos romans, de notre histoire, en quelques secondes, puisque c'est brusquement totalement transformé, métamorphosé, condensé par ce point de vue de la pierre, cette histoire. Et on pourrait parler, il me semble, dans les deux cas, d'un perspectivisme narratif. En tout cas, brusquement, tout est transformé par la roche ou par l'arbre. Dans le monde du cinéma, c'est pareil. Si on veut capter ces êtres, il faut littéralement changer d'optique, ralentir ou accélérer. Bref, mettre tous les outils au service d'une redécouverte des choses qui nous entourent. Et voici un deuxième extrait de mon travail avec Momoko Seto. C'est vraiment son film à elle. Et vous allez voir qu'elle aussi, c'est en accélérant beaucoup et en changeant de focale qu'elle nous permet de voir ce qui normalement nous échappe. Ce dispositif de time-lapse, donc ça me permet de prendre l'évolution d'une fraise qui moisit pendant un temps donné, donc c'est pendant une semaine. Et ça, c'est ce que j'ai filmé du coup la semaine dernière sur ces fraises-là. Et donc, je l'ai laissé pourrir. Je voulais voir comment les moisissures poussent et sur quelle forme elles poussaient, et puis quelle forme elles avaient, etc. Donc, j'ai filmé tous les 3 minutes une photo pendant 5 jours. Ce qui est beau, c'est qu'à cette échelle, on dirait une végétation, en fait. Un type de végétation qu'on n'a jamais vu. Et du coup, ça, par exemple, je choisis la cadence de l'image après en post-production. C'est-à-dire que je prends des photos tous les 5 minutes pendant 5 jours, mais ces photos-là, je peux le montrer 1 par seconde ou 10 par seconde. On est à 25 images secondes. Du coup, ces cadences-là, je les choisis moi-même, donc je les fabrique. Et en fait, après, j'ai filmé un mouvement de l'abeille qui vole avec une caméra en ralenti. En fait, elle a un mouvement, une chorégraphie, on pourrait dire, très, très mammifère. Enfin, il y a quelque chose de... Oui, exactement. Pour moi, ça fait comme un petit... En plus, avec ses petites fourrures, là, elle est incroyable. Je les combine. Donc ça fait une abeille en ralenti
et les moisissures en accéléré qui sont mis dans la même image. Alors voyez pourquoi il me semble que nos anciens outils d'analyse des récits doivent être refondus pour parvenir à saisir, à comprendre comment fonctionnent ces vivants qu'on n'arrivait pas trop à percevoir jusqu'à maintenant. Comment caractériser ces récits ? Eh bien, ils ne sont pas linéaires mais cycliques. Ils sont souvent inachevés, n'offrant que rarement un début et une fin lisibles, contrairement au modèle aristotélicien. Vous savez, c'est Aristote qui était le grand modèle du récit dans la poétique. C'est des récits qui sont fractales, qui donnent à chaque échelle spatiale et temporelle une importance égale. Ils sont souvent, en tout cas dans le cas de Powers ou de Tsing, collectifs plutôt qu'individuels. Ils donnent à voir des réseaux de dépendance plutôt que l'action d'un seul individu. Ils sont précaires, enfin, comme les êtres et les choses qu'ils racontent. Et voilà le dernier point que je voulais faire sur ces nouveaux récits de la Terre, avant de passer à ma dernière partie. Ils ont non seulement changé de nature, de personnage, d'échelle, mais aussi de ton. Nous n'écrivons plus des histoires pour raconter la création ou le cours du monde, mais pour conjurer sa fin. Et c'est au moment où le monde que nous avons connu, c'est au moment où ce monde semble nous échapper, que se multiplient les tentatives pour le saisir. C'est assez frappant, ce paradoxe. Dans le regard itinérant qui parcourt ces livres, notamment le livre de Tsing, mais pas seulement, on a l'impression qu'on voit émerger une ancienne figure, la figure du voyageur collectionneur de la Renaissance, le voyageur curieux qui découvre une nouvelle terre. Mais c'est un voyageur inquiet, c'est un voyageur qui voit disparaître sous ses yeux ce qu'il vient de découvrir. Alors, il ne s'agit pas non plus, même si la tentation est grande, de se laisser aller à des affects purement négatifs, à des émotions, à des sentiments de perte, de faim. Et il me semble que par rapport au concept que je vous proposais au début, enfin à l'idée très, très simple de tremblement, Anna Tsing, toujours elle, nous offre un concept plus ajusté à notre temps. Elle parle de perturbation. Nous vivons dans un temps sur une terre perturbée. Et j'aimerais insister un petit peu sur ce point parce que ça permet de changer un petit peu justement d'émotions, de renouveler un peu nos émotions et de ne pas nous laisser envahir par le désespoir. Pourquoi ? Parce que la perturbation n'est pas l'effondrement. Vous savez, l'effondrement dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Et Tsing et d'autres penseurs, comme Cronin par exemple, qui a beaucoup étudié les récits de la nature, explique que les récits d'effondrement, les récits déclinistes, les récits d'extinction, les récits apocalyptiques ne sont en réalité que l'envers des récits progressistes et risquent de reproduire leur linéarité, leur manque de nuances, leur structure téléologique. En gros, le progrès continue à nous contrôler quand bien même nous en relatons les ruines. Et c'est important de se dire ça, puisque ça nous permet de lutter un peu contre cette tentation des récits de déclin. Dans les deux cas, que ce soit de dire voilà, tout va vers le progrès ou de dire tout va vers l'effondrement, c'est en fait un peu la même chose. On inverse la courbe ascendante en courbe descendante. Et politiquement, il n'est pas prouvé pour l'instant que ce soit plus efficace. En tout cas, on pourrait dire que la perturbation telle que l'a définie Anna Tsing, elle engage quelque chose de plus fin, donc qui me paraît plus intéressant, plutôt qu'une morale de l'histoire ou un affect totalement négatif. Elle engage une politique du récit. Pourquoi ? Parce que ces récits enchevêtrés, complexes, ont souvent un agenda politique. Certaines des questions anthropologiques et politiques contemporaines les plus vives sont en effet des questions d'acteurs, d'actants, de récits. Qui parle ? Qui distribue les rôles ? Qui agit ? Et il me semble que nous sommes à nouveau dans un contexte de lutte entre des représentations divergentes du terrestre, et donc d'usage des ressources, des conditions matérielles de nos existences, des relations avec les autres vivants. Les récits et les images, on le sait, font partie de cette lutte. Représenter la Terre comme un territoire inerte, à notre disposition, n'engage pas les mêmes actions que d'en faire un territoire multispécifique, enchevêtré, partagé. La nouvelle cosmologie qui se dessine, donc, lorsqu'on lit
les scientifiques et les philosophes de notre temps, laisse entrevoir ce que l'on pourrait nommer une nouvelle condition terrestre, précaire, vulnérable, entrelacée, libre, mais dans une dépendance étroite aux autres êtres. La deuxième raison de cette importance du récit, je disais la première raison, je pense qu'elle est politique, la deuxième raison, je crois, est on pourrait dire historique. Aujourd'hui que notre cosmologie bascule à nouveau, je dis à nouveau parce que je le disais au début, moi j'ai été passionnée par le moment d'un bascule de cosmologie au XVIIe siècle. Il me semble qu'on assiste, en tout cas si on veut prendre au sérieux toutes ces informations qu'on nous donne, on assiste à nouveau à une forme de bascule cosmologique. Eh bien, on voit se multiplier ces formes d'écriture, ces récits, les récits, le mythe, la fable. Et il y a en quelque sorte un retour en force du narratif, du littéraire, qui, moi, m'intéresse beaucoup, m'interroge. Notre temps perturbé révèle, on l'a vu, des êtres, des modes de survie qui nous forcent à refondre nos catégories, à penser des appariements disciplinaires inédits. C'est donc cette nouvelle nature de récit qu'on voit se développer aujourd'hui en littérature, mais aussi en sciences sociales, et qui se donne pour mission des tâches que les formes habituelles d'écriture universitaire ne permettent pas. Alors je parlais d'appariements inédits, d'associations étranges. Oui, parce que ces récits terrestres sont faits d'éthologie, par exemple, d'études des animaux et de pistage. Là, je cite, par exemple, le travail des philosophes Vinciane Després, qui est venu parler ici, et de Baptiste Morisot, qui est un chercheur marseillais, et qui, lui, par exemple, associe le pistage des loups et la philosophie pour repenser complètement le vivant. Association aussi entre la philosophie et l'histoire, entre la biologie et la philosophie. Par exemple, dans le travail d'un collègue à moi, Emanuele Coccia, qui réfléchit sur la vie des plantes et comment la vie des plantes peuvent nous permettre de repenser complètement notre métaphysique. Association aussi de littérature et de géologie, dans le cas de Maëlys de Kerangal. Et les exemples sont nombreux. Volontairement, je viens de citer des auteurs qui écrivent des romans, des essais, qui font donc partie de ce qu'on appelle le champ de la littérature, des arts, mais aussi des sciences humaines et sociales, ou même des sciences dites dures. Et c'est très important, il me semble, qu'on puisse à ce point-là faire un corpus, comme on dit dans notre jargon, avec des œuvres littéraires, mais aussi des œuvres de scientifiques, de chercheurs. Il me semble que de même qu'au XVIIe siècle, les débats cosmologiques ont réuni pendant quelques décennies les pouvoirs conceptuels et formels de la science, de l'art, de la littérature, de même, notre temps perturbé révèle des êtres et des modes de survie, je le disais, qui nous obligent à repenser nos catégories. Et c'est là, me semble-t-il, que se situe à la fois la grande inquiétude et la grande occasion de ce temps de l'Anthropocène. Cette occasion, c'est la rencontre entre l'histoire des hommes et l'histoire de la planète. Deux histoires qui ont été longtemps séparées par les disciplines. D'un côté, il y avait la littérature, l'histoire, les sciences sociales, chargées de recueillir, de transmettre ou d'inventer l'histoire des hommes, l'histoire de nos sociétés, de nos civilisations. Et puis de l'autre, il y avait la science telle que nous la connaissons, capable de narrer l'histoire de la Terre. Cette division s'effrite, ou plutôt, il me semble qu'elle explose sous nos yeux. On comprend que l'histoire des hommes est inséparable de l'histoire des autres vivants et qu'ils sont tous embarqués et acteurs d'une histoire collective et multiple de la Terre, ce qu'un historien a appelé une géohistoire. Donc j'en arrive à la dernière partie de cette conférence, la plus spéculative, dans laquelle je vais vous proposer de faire avec moi une expérience de pensée. Et si la Terre que nous connaissons était en réalité inconnue? Et si c'était une nouvelle planète à découvrir? De quels outils, de quelles images faudrait-il s'équiper pour faire cette exploration à nouveau ensemble? Dans les années 70, émerge une nouvelle conception de la Terre, dont vous avez sans doute entendu parler, qui est le fruit du travail de deux chercheurs, James Lovelock et Lynn Margulis.
C'est l'hypothèse Gaïa, qui s'est répandue ensuite dans les sciences contemporaines sous un nom un peu plus orthodoxe, parce que Gaïa, ça ne fait pas très sérieux. Un nom un peu plus orthodoxe, c'est ce qu'on a appelé les sciences du système Terre, Earth System Sciences, ISS. Dans cette hypothèse, la vision de la Terre se transforme. Elle devient une sorte d'immense système cybernétique dans lequel la vie produit le milieu dans lequel elle peut perdurer. Chaque phénomène qui pourrait la mettre en danger, trop d'acidification, trop de chaleur, trop de froid, est compensé par un contre-phénomène. Ce sont ce qu'on a appelé les boucles, ce que Lovelock a appelé les boucles de rétroaction, qui permettent l'homéostasie de la Terre. L'homéostasie, c'est quoi? C'est donc cette capacité à faire perdurer les conditions de son existence, à transformer par un mouvement de rétroaction le milieu, je vous le dis de façon très, très rapide, mais c'est les conditions d'une espèce d'équilibre pour que ça ne sorte jamais d'une zone habitable, en fait, d'une zone de vie. Moi, ce qui m'a intriguée quand j'ai découvert cette théorie Gaïa, grâce à Bruno Latour, c'est que certains textes préclassiques ou classiques ont l'intuition qu'on ne peut pas séparer biologie et géologie. C'est un petit peu ce qui ressort quand on lit Kircher, quand on lit tous les textes du XVIe siècle sur cette terre un petit peu organique. Mais l'analogie est trompeuse. En fait, ça n'a rien à voir, puisque à aucun moment, ces textes de la Renaissance ou du XVIIe siècle n'aboutissent à la conclusion proprement révolutionnaire de Lovelock et de Margulis. C'est quoi leur conclusion? C'est de dire que c'est la vie qui maintient activement les conditions nécessaires à son développement. La Terre qui tremble, donc, que j'ai prise comme fil rouge de cette conférence, c'est plus la Terre des volcans de Kircher, ce n'est plus simplement la Terre des réseaux entremêlés, c'est une Terre fabriquée par les vivants, si l'on suit l'hypothèse Gaïa. C'est un théâtre du monde brusquement réanimé, envahi d'agents acteurs qui ne sont plus sur la scène, mais qui la font et qui la transforment sans cesse. Alors comment décrire, comment raconter, comment parcourir cette terre-là? J'aimerais, pour finir cette conférence, explorer avec vous, à côté des nouveaux récits terrestres dont nous avons parlé, les nouvelles images qui s'inventent. Alors ce sont des images qui partent d'une idée très simple. Je vous montre ça pour vous faire rentrer dans ces images. Ça, c'était justement en faisant du pistage dans les Alpes du Sud il y a quelques semaines avec Baptiste Morisot, dont je vous ai parlé, qui fait du pistage de loup, qu'on est tombé sur ça. On appelle ça des cercles de sorcières. En fait, ça n'a rien de magique. C'est simplement des traces de chevreuils qui se font la cour. Apparemment, les chevreuils se tournent autour comme ça, et ça dure tellement longtemps qu'ils sont capables de creuser la terre. Et là, on était dans la neige fraîche et on avait ces cercles magiques, ces cercles d'amour de chevreuils dans la neige. Pourquoi je vous montre ça? Parce que l'une des idées qu'on essaye de développer avec des architectes et des artistes en ce moment, c'est de se dire, eh bien, comment on pourrait imaginer des cartes, des images de la Terre qui rendent compte de tous ces mouvements des vivants et qui essayent, maladroitement, mais de visualiser la théorie Gaïa, en quelque sorte, en tout cas de visualiser cette idée que la Terre n'est pas inerte, c'est pas un théâtre inerte avec des petits personnages dessus, humains, animaux, mais elle est elle-même constamment fabriquée par les vivants. On est arrivé à ce genre d'image que je vous explique un tout petit peu. L'idée, c'est que les vivants font bien plus que se déplacer. Ils manipulent l'air, la matière, pour créer les conditions de leur survie. Et l'espace lui-même est modifié. Si on accepte cette hypothèse, on est obligé de refaire complètement nos cartes. Parce que nos cartes, alors elles sont extrêmement utiles pour voyager, évidemment. On a développé, il y a une longue histoire magnifique de la cartographie. L'idée n'était pas du tout de la remettre en cause, mais c'est de dire, est-ce qu'on pourrait imaginer, à côté de ces cartes
topographiques qui parlent de la surface, qui sont vidées de vivants. Est-ce qu'on pourrait imaginer des cartes qui rendent compte de la fabrication de l'espace par les vivants? Vous voyez, c'est assez spéculatif, hein, ça n'a pas de prétention scientifique ce que je vous montre là, c'est une espèce d'approche. Cela dit, tout ça, ça a été fait par des architectes cartographes avec lesquels je travaille, et elles ont accumulé des données. Ça, c'est des données de déplacement de vivants du Grand Paris. Donc ça va du chat aux salariés du tertiaire, jusqu'aux profs de gym, jusqu'aux chiens, etc. Donc on a une multiplicité comme ça d'êtres qui s'entremêlent et qui composent, encore une fois de façon assez naïve, hein, mais qui composent ces paysages vivants. Alors cette cartographie du vivant, je le disais, elle tente de noter les vivants, leurs traces, de générer des cartes à partir des corps plutôt qu'à partir des reliefs, des frontières ou des limites d'un territoire. En imaginant ce type de notation, en fait, on imagine que les parcours ne s'effacent pas, mais s'inscrivent, s'impriment, s'accumulent, se superposent et se mêlent. Et on imagine que la Terre est une espèce de peau dont on peut dessiner les traces, les trous, les cicatrices, les excavations, les fissures, les coups de soleil. On imagine que la Terre est liquide, instable, fluctuante, protéiforme, comme le vivant qui la constitue. Alors, prenons pour finir le sol sur lequel nous habitons, sans savoir vraiment de quoi il est fait, de qui il est peuplé. Et je le disais, les scientifiques qui étudient le système Terre sont les premiers à nous mettre en garde. La topographie, notre manière de concevoir le sol, n'est plus un référentiel stable, car la Terre elle-même n'est pas stable. Elle est un être historique, habité, habitable depuis peu finalement. Les continents continuent de bouger et en quelque sorte, il faut qu'on arrive à abandonner l'idée d'un territoire fixe, d'un territoire délimité une fois pour toutes. Et le sol, vous le savez, on le représente toujours par un plan en vue aérienne. Et là, on a essayé, de manière toujours assez spéculative, hein, de le représenter en coupe, non pas comme une surface, mais comme une épaisseur qu'on peut voir du dessous. Et là, on a fait quelque chose d'assez étrange. On a représenté la zone très fine qu'on appelle la zone critique où se concentre le vivant. On l'a représentée, retournée en quelque sorte, avec l'atmosphère au centre, pour qu'on comprenne à quel point cette atmosphère, en fait, elle est limitée. Ce n'est pas du tout l'infini, hein. C'est une atmosphère qui fait partie en quelque sorte de notre zone critique, de notre zone habitable, de notre zone de vie. Et l'idée d'observer le globe de l'intérieur n'est pas nouvelle, hein. Par exemple, au XIXe siècle, on avait des géoramas, on imaginait qu'on rentrait dans la Terre comme dans des grands théâtres. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'appréhender les strates, les couches, l'épaisseur. C'est comme une cartographie des sous-sols, si vous voulez, une cartographie des dessous. Et ce sol qu'on croyait homogène et solide, vu du dessous, eh bien, il est mouvant, poreux, liquide, composé de particules et d'agents qui impriment et modifient sans cesse sa structure et sa forme. Et là, toutes les données qui sont sur cette carte sont réelles. C'est des données de la vallée de la Chimie, à Lyon, qui est une zone sur laquelle ces deux amis architectes ont longtemps travaillé. Et elles ont réuni, si vous voulez, ces données pour montrer à quel point ce sol, en particulier, là, est infiltré de gazoducs, voilà. Et il est infiltré à différentes hauteurs. Il est rempli d'organismes habitants, mais aussi d'objets hébergés. Il est complètement multiple, hétérogène. C'est un monde, en fait, ce sol. Alors, quelques mots pour conclure. Nous étions partis, comme les grands voyageurs, à la découverte d'un espace vierge à arpenter. Et nous nous rendons compte, quelques siècles plus tard, que nous fabriquons l'espace terrestre en le parcourant, que nous le métamorphosons, que nous le terraformons en quelque sorte. Et bien sûr, on ne peut plus garder le même rapport au monde, hein, le rapport au monde qui était au XVIIe siècle une expansion. C'était l'idée de conquête, c'était l'idée du plus ultra dont parlait Bacon. C'était un effort cartographique et topographique horizontal, hein, celui des cosmographes de la Renaissance.
Et puis c'était aussi un rapport au monde de progrès, de flèche du temps, de conquête de nouveaux territoires. Et il me semble que ce que j'ai appelé les récits terrestres sont des antidotes à ce récit naturaliste et conquérant. Ce sont des récits de l'imprédictibilité, de l'indétermination, de la perturbation, je l'ai dit, qui engagent un mouvement de complexification, d'involution, d'élargissement. Ils réinvestissent les puissances imaginatives de la découverte en intensité plutôt qu'en extension. Il ne s'agit pas de dire on arrête de découvrir, on redécouvre, et c'est ça qui est passionnant en ce moment, on redécouvre autrement, et on oriente nos puissances de découverte et notre curiosité humaine vers une contrée peuplée d'êtres inconnus dont on ne réussit pas à clore l'inventaire. Donc, ces nouvelles narrativités dont j'ai parlé ont le pouvoir de tisser ensemble des échelles de temps très différentes, le temps très long de l'histoire naturelle, le temps plus ramassé de l'histoire humaine et sociale. Et loin du globe lisse auquel nous pensons, en entendant le mot terre, loin de la bille bleue, c'est une terre plurielle, multiple, mouvante, vivante, qui surgit des textes, des images, des modèles issus du XVIIe siècle, mais aussi d'aujourd'hui. C'est une terre au travail, magnétique, fascinante. Voilà l'hypothèse que j'ai tenté de développer avec vous ce soir. Cette terre qui tremble, ce n'est pas seulement le mouvement des plaques tectoniques du temps long de la construction de la Terre, ce n'est pas seulement le souffle des catastrophes, l'extinction des vivants qui nous entourent, ou la précarité de la vie dans les ruines du capitalisme. Ce n'est pas non plus une terre animiste, comme une version New Age de l'hypothèse Gaïa a pu le faire penser. Il s'agit plutôt d'une terre constamment fabriquée par les vivants que nous sommes, qui nous entourent ou qui nous font, une terre qui invite à une révolution de l'attention et des pratiques, par le pistage, par la description, par la notation, par le poème, par le récit, par le théâtre, par le cinéma, ces dispositifs et ces pratiques qui élargissent, qui complexifient et qui repeuplent notre monde. Merci. Je vais vous présenter les membres de cette table ronde. Éléonore Klein est plasticienne et étudiante en master, dans le master éco-poétique et création d'Aix-Marseille Université, qui sont présents ce soir et qui filment d'ailleurs la conférence. Nous sommes très heureux de la recevoir. Antoine de Villers, il représente en fait l'atelier philo, les membres de l'atelier philo que l'on a organisé au Théâtre de l'Œuvre parce que la bibliothèque de l'Alcazar était en grève samedi dernier. On fait toujours un atelier philo avant la conférence et il vient en fait de l'université libre de Bruxelles et il est étudiant en master de philo à Aix-Marseille Université. Et Boris Petric qui est juste à ma droite, il est directeur du centre Norbert Elias à la Vieille Charité et avant tout un anthropologue, un auteur et un réalisateur de films documentaires. C'est lui qui a lancé ce projet de la fabrique des écritures innovantes en sciences sociales, qui est quand même assez en lien avec ce que Frédéric Toiti a évoqué pendant sa conférence. Alors je ne sais pas qui veut commencer à poser une question ou à faire un retour par rapport à la conférence. Peut-être Éléonore, oui. Merci en tout cas, c'était très intéressant, notamment du point de vue du récit. Moi qui me questionne beaucoup, comment on peut écrire, comment écrire aujourd'hui sans tomber dans l'autofiction, dans le rapport à soi, aux autres. Comment se servir du récit pour rendre compte d'une réalité qui, au final, nous a infusé depuis longtemps, parce que souvent l'écriture peut paraître subjective par rapport à la science qui est objective et qui paraît rendre compte des choses. Mais j'étais très intéressée par cette question de mêler les échelles de temps comme procédé d'écriture.
Après, la littérature, ça reste une activité humaine. Du coup, comment on peut prendre la mesure de ces échelles de temps, justement, de la pierre, des animaux Voilà, c'est une question que je me pose. Je ne suis pas sûre d'avoir la réponse. Je suis sûre de ne pas l'avoir. Non, c'était très clair. Merci pour votre question. Je ne suis pas sûre d'avoir la réponse parce que, évidemment, c'est un enjeu, comme je disais, et c'est assez passionnant de voir comment les auteurs en sciences sociales, en sciences aussi, s'y prennent. J'aurais pu parler de Jan Zalasiewicz, j'en ai dit un mot, mais par exemple, il a une façon, lui, c'est l'un des stratigraphes, géologues, qui a beaucoup travaillé sur l'Anthropocène, et il a écrit un petit livre qui s'appelle Le monde, The World in a Pebble, le monde dans un caillou, avec toujours cette idée comme ça que ces objets que sont l'arbre, la roche, nous permettent de re-raconter nos histoires humaines différemment. Et donc lui, il nous fait voyager complètement de millions d'années juste avec ce caillou. Donc ça c'est un scientifique qui prend le récit et qui s'en sert de façon magnifique, à la fois pour faire sa science, pour raconter ce qu'il a raconté, et puis pour nous faire sentir. Donc moi, j'ai l'impression qu'on déploie des techniques pour faire sentir, des techniques sensibles, pour nous déplacer, pour sortir un petit peu hors de nous. Je ne sais pas si c'est la question vraiment du subjectif ou de l'objectif. J'ai l'impression que ce dont on parle fait tomber assez vite ces catégories-là. Par contre, ce qui est assez passionnant, c'est quand on se concentre sur d'autres êtres que des êtres humains, ça nous sort un petit peu, bien sûr, de nous. Ça nous met en perspective, ça ne veut pas dire qu'on disparaît, c'est pas du tout anti-humain, mais ça veut dire que brusquement on est ailleurs, on est plus étrange aussi. Ça nous permet de nous redécouvrir aussi. Moi, je suis passionnée par ce que les biologistes nous disent sur la présence dans nos corps de millions de bactéries, et le fait que quand on pense, en fait, ça va pas mal dépendre de ce qu'il y a dans nos ventres, et toutes ces choses-là qui ont été pas mal démocratisées ces dernières années. Ça change notre rapport à nous-mêmes, notre rapport à la pensée, notre rapport à la philosophie, notre moi humain. Bien sûr, il est un tout petit peu mis à distance. Ben, du coup, j'en profite pour rebondir parce que ça fait le lien avec... donc moi, c'est en tant que rapporteur de l'atelier philo qui a été organisé au Théâtre de l'Œuvre ce week-end que je parle. Et il y a eu un moment assez joli dans l'atelier où petit à petit la question qui se posait de comment habiter la Terre s'était transformée en comment laisser la Terre nous habiter. Et qu'il y avait cette possibilité, en changeant cette question, d'ouvrir à d'autres récits. Et du coup, c'est vrai que toute cette idée de comment est-ce qu'on est peuplé de l'intérieur aussi très concrètement par des bactéries, par des champignons et tout ça, c'est très contemporain comme réflexion. Et aussi, ça m'a fait penser au travail de tout plein de féministes aussi qui essayent de partir de la question vraiment de l'embodiment et de notre corporalité. Et je trouvais que c'était aussi une voie qui était intéressante et jolie dans la manière de rentrer dans cette question et de trouver quels sont les... parce que, voilà, Anna Tsing, elle choisit le Matsutake, mais on se demande parfois comment est-ce qu'elle est tombée sur ce champignon et comment est-ce qu'on trouve ces guides. Et je pense à toute une tradition hydroféministe en Australie et tout ça qui part vraiment de cette question de on est composé de 60% à 90% d'eau, et qu'est-ce que ça veut dire et comment on va partir des logiques de cette eau-là, et du coup elle tisse toute cette histoire super belle de bodies of water et de comment est-ce que l'eau se transmet d'un corps à l'autre et de qu'est-ce que c'est qu'une logique de membrane et tout ça. Et voilà, c'était juste aussi la question, je trouvais, de transformer la question comment habiter la Terre en comment se laisser habiter la Terre était déjà un pas qui était intéressant dans en fait la manière de lâcher prise et de se laisser peupler et de peut-être aussi arrêter de chercher soi-même à comment peupler encore la Terre. Et donc je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire là-dessus. Je vous remercie beaucoup pour ces références. Je ne connaissais pas les hydroféministes, mais je vais aller voir. Je suis très sensible à ce que vous dites, à cet effet de retournement. C'est-à-dire que c'est aussi la question des échelles qui est posée. C'est plus simplement on va peupler nous,
c'est que déjà on repeuple la Terre, mais pas avec nous-mêmes, déjà avec d'autres êtres. On se rend compte qu'on la partage largement, et puis que nos corps eux-mêmes deviennent des territoires. Et ça, c'est assez passionnant dans ce travail avec les cartographes. On en est arrivé à essayer de faire une carte, je ne vous l'ai pas montrée parce qu'elle est vraiment bizarre, mais je vous la raconte, à faire une carte du point de vie. Alors le point de vie, on emprunte ça à Emanuele Coccia. Le point de vie, c'est une drôle d'idée déjà en soi, c'est l'idée qu'on n'ait plus des points de vue, mais en fait, chaque être, et pas seulement les humains, une plante peut être un point de vie, c'est-à-dire une manière d'habiter le monde. Et nous, on s'est dit, on va faire une carte du point de vie. Vraiment délirant. Hein. Mais là, c'est quoi cette carte du point de vie ? Eh bien, c'est l'inverse de la monade. C'est le monde entier est dans ce point de vie, en fait. On est tous complètement habités par le monde. Donc là, on est dans des espèces d'exercices philosophiques ou métaphysiques un peu extrêmes, mais qui font beaucoup de bien aussi, en quelque sorte, puisqu'ils nous obligent à nous décentrer complètement. Et en même temps, comme vous le disiez, mademoiselle, on est humain, donc on ne peut pas raconter autrement que par nos mains et nos regards et nos outils. Et on peut les réformer un peu, et donc voilà, comment on change notre rapport à notre propre sujet ou au sujet humain pour intégrer ces vivants et pour parcourir autrement les territoires et pour devenir nous-mêmes, accepter d'être nous-mêmes des territoires vivants. Merci Frédéric pour ta conférence qui nous a fait voyager et réfléchir sur une question fondamentale de savoir, en fait, nous sommes dans une situation paradoxale où nous n'avons jamais été aussi loin de la Terre, dans la manière de plus toucher le sol, de plus vivre avec les arbres, les plantes, les animaux, et cette prise de conscience. Donc je ne dirais pas qu'on découvre, mais qu'on redécouvre quelque chose qui a habité l'être humain. Et je pense que, effectivement, la question du récit, de l'écriture par la littérature, mais aussi, alors c'est vrai que moi je suis anthropologue et j'ai eu la chance d'être en contact avec des textes d'anthropologues où moi-même j'ai eu l'expérience de vivre dans des sociétés qui n'ont pas perdu ce rapport au monde vivant. Donc toute la construction philosophique qui consiste à distinguer la nature de la culture, du monde vivant, voilà, on voit bien aujourd'hui que dans la manière dont tu présentes les choses, il y a aussi un espoir de reconsidérer ça et de changer nos actes, de réfléchir à nos actes individuels. Et nous, en tant que chercheurs, ce qu'on cherche à faire à travers l'écriture, puisque nous, à la Fabrique des Écritures, nous sommes des chercheurs qui contestent tout un ensemble de catégories dont on a parlé, fiction, non-fiction, objectivité, subjectivité, nature, culture. On sent qu'on est aujourd'hui dans une phase qui n'est pas seulement négative. Nous sortons aussi de deux expériences, le capitalisme et le communisme, qui a exploité les ressources d'une manière inouïe, et on sent aussi les limites de ce système. Donc on sent aussi qu'il y a une nouvelle manière de raconter le rapport de l'être humain au monde, et je trouve que tu nous l'as montré. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est le passage par l'immersion. Je pense que la description est fondamentale, donc l'écriture, donc les rapports entre la littérature et les sciences sociales, de mon point de vue, c'est pas seulement un enjeu esthétique, un enjeu formel, c'est aussi un enjeu de fond pour reconsidérer qu'est-ce que ça veut dire que d'écrire le monde des vivants, pas seulement le monde social, mais aussi que ce soit l'histoire de la Terre ou l'histoire des êtres vivants qui ne sont pas des hommes ou des femmes. Et je pense aussi que ça passe beaucoup par l'expérience. Et peut-être que le cinéma, le théâtre sont des écritures qui permettent de toucher, d'émouvoir, et que c'est une chose importante. Les sciences sociales ont été beaucoup sur des réflexions et des abstractions, et on peut délaisser la question de l'émotion et de la sensorialité, pour reprendre un terme un peu plus en vogue. Donc je voudrais savoir comment toi, tu te places dans cette réflexion sur toi en tant que personne, puisque j'ai beaucoup aimé cette métaphore de tisser. Nous sommes aussi en relation, et donc que fais-tu de ton expérience pour la transformer en autre chose qu'une expérience individuelle?
Merci pour cette très belle question. Il y a plein de choses sur lesquelles je voulais te répondre, mais je vais te répondre d'abord sur le dernier point de ta question, et après je remonterai comme un saumon le cours de ta question. Tu me permets de faire le lien entre ce soir et demain, puisque demain, tu m'as invité à parler dans le séminaire que tu diriges, et demain je vais parler exclusivement de théâtre, et ce soir j'en ai pas du tout parlé, mais ça me permet d'en dire un mot. Puisque moi, la manière que j'ai trouvée, on s'arrange tous. On s'arrange avec ces nouvelles, on s'arrange avec ce qu'on nous dit, on s'arrange avec notre temps, on s'arrange avec notre vie hors sol. Et moi, la manière un peu bizarre que j'ai trouvée pour m'arranger avec tout ça, c'est de faire du théâtre en tant que metteur en scène, à côté, en plus, entre la recherche. J'ai jamais cessé de faire les deux ensemble. Puisque pour moi c'est une manière, je ne suis pas anthropologue, je ne vais pas sur le terrain, mais j'ai transformé en quelque sorte le plateau de théâtre en terrain, en manière d'expérimenter sensoriellement avec ces questions-là. Et alors c'est comme mes images étranges là, c'est très expérimental, et c'est une façon aussi de partager, pour répondre à ta question. C'est-à-dire comment on partage nos questions. Nous, en gros, on est chercheurs, on écrit des livres. Et puis toi, tu fais des films. Et moi, je fais des pièces. Et c'est des manières de partager des expériences de pensée sensibles, en fait. C'est de se dire... Alors, OK, Bruno Latour, par exemple, nous dit, ou Isabelle Stengers, la nature n'est plus un décor. Ça veut dire quoi pour quelqu'un de théâtre? La nature n'est plus un décor. Qu'est-ce que ça change dans notre façon de faire une scénographie, de faire du théâtre? C'est très littéralement, très simplement. Donc je peux vous donner un exemple. Les réponses pour l'instant sont assez naïves, trop naïves à mon goût, mais ça fait 10 ans que j'y travaille. Ben, ça veut dire que le décor qu'on va imaginer ne peut plus être simplement inerte. Il doit interagir avec les acteurs. Ça veut dire qu'il faut penser à un autre type de décor. Donc j'avais imaginé, par exemple, pour l'une des premières pièces que j'ai faites avec Bruno Latour, qui s'appelle Gaïa Global Circus, il y a maintenant 7-8 ans, j'avais imaginé un décor d'une espèce de toile suspendue à des ballons d'hélium qui bougeait constamment en fonction de ce qui se passait dans l'air de la pièce. Et ça, c'était une manière de faire une espèce de petit modèle, comme les scientifiques, vous savez, les climatologues font des modèles. Et bien, c'était un petit modèle théâtral avec nos moyens de théâtre, c'est-à-dire un plateau, du fil, de la toile, des ballons, voilà, pour faire une espèce de modélisation de cet être dont nous parle Lovelock, Gaïa, et de voir ce que ça veut dire pour des acteurs de jouer sur un décor qui n'est plus un décor, en fait. Donc ça, c'est juste un exemple. Mais ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est d'essayer de trouver, comme tu disais, des dispositifs immersifs où on est obligé un petit peu de voir autrement les choses. Donc le travail de Momoko m'intéresse beaucoup parce que voilà, elle nous donne à voir des choses très simples, une fraise qui pourrit, et puis en même temps, on redécouvre complètement cette fraise. C'est connu, hein, c'est l'effet de la microscopie. Depuis le XVIIe siècle, on adore regarder les choses par un microscope, mais le fait qu'elle les anime, qu'elle les accélère, donc ça c'est tout le travail classique aussi du film scientifique. Il y a plein de techniques qui sont des time-lapse, qui font que brusquement on redécouvre complètement le monde. Donc je m'intéresse à toutes ces techniques qui sont plus sensibles que théoriques en fait, ou en tout cas qui sont largement l'une et l'autre, et qui permettent de se dire « Ah oui, j'avais oublié » ou je n'avais jamais compris à quel point la Terre qui est autour de moi, en fait, je ne la vois pas si je ne m'équipe pas. Et ça, c'est quelque chose qui me passionne aussi. On est un peu obligé, on est hors sol. Donc on repart du hors sol. Et on est technique et on repart de la technique. Et moi, ça m'intéresse de... c'est pas la même démarche que l'anthropologie. Tout ce qu'on raconte là vient de l'anthropologie. C'est l'anthropologie qui a commencé à nous dire mais il y a d'autres façons de penser, on est un peuple étrange, c'est toute l'histoire de l'anthropologie qui nous a réveillés. Mais on ne peut pas tous être des anthropologues comme David Abraham ou comme toi qui vont sur le terrain. Et donc nous, j'ai l'impression qu'on peut repartir de nos artefacts et en créer d'autres et créer des manières de voir et des œuvres et des films qui nous font redécouvrir cette terre.